Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Commander Legends. Vous l'avez bien deviné, bien sûr, on n'a pas fini de parler de cette extension, mais on va finir par arriver au bout, bien sûr. Aujourd'hui on va s'attarder sur les nouvelles cartes de l'extension, mais avant toute chose on va passer par la phase de pub, bien sûr, comme d'habitude. Je tiens à vous rappeler que, déjà, première nouvelle, voilà, nouvelle de l'actualité, on est actuellement en train de recruter jusqu'au 25 novembre de nouveaux deck évaluators, puisque vous êtes extrêmement nombreux à avoir débarqué sur notre Discord récemment, et du coup, voilà, on a besoin de personnes pour nous aider à évaluer tous ces decks qui arrivent, voilà, parce qu'on n'est plus assez nombreux, hein, Manu, la comparaison ne tient même pas la route, hein, là, il y a 6 mois, on était à peine 300 ou 400 sur le Discord, maintenant on est plus de 850, voilà, c'est un truc de taré, donc oui, il nous faut du monde en plus, et si jamais vous sentez l'âme d'un deck évaluateur, je vous invite à regarder cette vidéo-ci, qui vous donnera tous les détails, bien sûr. Sinon, vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram pour voir toutes les news concernant les lives, les vidéos qui sortent régulièrement en ce moment, hein, très régulièrement même je dirais. Et d'ailleurs vous pouvez venir nous suivre en live directement sur notre chaîne Twitch, on en fait régulièrement des lives dessus, et là il paraît qu'on est parti pour faire beaucoup de lives sur les avant-premières de Commander Legends en scellé, en spelltable avec vous, les joueurs du Discord. Ça fera extrêmement plaisir de pouvoir participer et partager ce moment avec vous. Bien sûr, il y a toujours un élément important, c'est de suivre la chaîne ici. Voilà, ça nous fait du bien, ça fait du bien à la chaîne, ça fait du bien à YouTube, et quand YouTube est content, généralement, il est content de nous, donc voilà, il est plutôt généreux. Donc voilà, écoutez, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez-la aussi, parce qu'on a beaucoup de choses à discuter, je pense, autour de ces nouvelles cartes. Bon, peut-être que vous aurez d'autres choses à dire que ce que j'ai à dire moi. Donc écoutez, on est parti, hein, comme d'habitude. Et sinon, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous soutenir financièrement via Utip et via Tipeee. Je tiens à remercier tous nos tipeurs actuels qui sont extrêmement généreux et qui nous permettent de tenir la route et de continuer à investir dans ces émissions, à en faire toujours autant, voire même plus que d'habitude. Et en plus nous permettre d'améliorer le matériel pour toutes les émissions qu'on organise, que ce soit les tables, les lives, ou alors les différentes émissions de la chaîne, et ça serait impossible de le faire sans le soutien financier des tipeurs, donc merci encore une fois à eux. Donc, le sujet du jour va encore une fois concerner Commander Legends, bien sûr, et surtout les nouvelles cartes, alors non commandants du coup, parce que là c'est un peu le but. Donc on a déjà parlé des commandants normaux, des commandants avec le partenariat, et maintenant on s'attarde sur les nouvelles cartes de l'extension réellement. Donc uniquement les nouvelles cartes, parce qu'il y a quand même une bonne moitié de réédition dans l'extension Commander Legends. Ça, je pense que j'avais pas prévu de le faire à la base, mais je pense que ça vaudra le coup de le faire. On va faire une vidéo sur les très bonnes rééditions de l'extension, les cartes qui valent le détour, parce que, en fait, il y en a pas mal non plus, voilà. Mais aujourd'hui, les nouvelles cartes, voilà. Les nouvelles cartes créées spécialement pour Commander Legends, et il y a du boulot. On va commencer évidemment couleur par couleur à chaque fois, et je vais me permettre de faire quelques petites références à des stratégies, ou alors à des commandants, ou des cartes spécifiques qui fonctionneraient bien avec celle-ci, bien sûr. Mais voilà, si jamais il y a des cartes dans l'édition que je n'ai pas citées, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes. Voilà, généralement les sets standards, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'elles sont pas forcément intéressantes. Là, c'est plutôt qu'elles sont beaucoup moins intéressantes, mais qu'elles restent plutôt agréables. Je dois vous avouer tout de suite, je vais le lire de base, hein, il y a à peu près 10-15 cartes dans l'extension, ce qui est quand même pas mal sur 360, qui ne nous semblaient pas très pertinentes pour le commandeur, ou pas très intéressantes, et qui semblaient être là surtout pour le limiter. Voilà, de manière générale, quasiment toutes les cartes de l'extension sont des cartes qui sont jouables dans le format, et qui sont sympathiques au minimum, voire même très puissantes au maximum. Donc autant vous dire qu'on est sur une très bonne extension. Bref, maintenant du coup le meilleur du top des nouvelles cartes, on va commencer avec le blanc, et on va commencer avec la volonté d'Achroma, un éphémère qui coûte 4 dont un blanc. Vous choisissez l'un, et si vous contrôlez un commandant au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez choisir les deux. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le vol, la vigilance et la double initiative jusqu'à la fin du tour, ça c'est le premier mode. Et le deuxième, les créatures que vous contrôlez acquièrent le lien de vie, l'indestructible et la protection contre toutes les couleurs jusqu'à la fin du tour. Alors, en fait, la volonté d'Achroma fait partie d'un cycle, les volontés, voilà, vous avez deviné, et c'est un cycle qu'on retrouvera en fait avec toujours la même chose, c'est deux modes, vous en choisissez un, et si vous contrôlez votre commandant, vous pouvez choisir les deux. Et c'est génial en fait. J'aime beaucoup la volonté d'Achroma en fait, parce que en fait les deux modes sont extrêmement représentatifs de deux phases dans lesquelles vous allez être. C'est-à-dire,
Le premier mode, donc vol, vigilance et double initiative à toutes vos créatures, c'est un mode agressif en fait. C'est voilà, je veux de l'évasion, je veux taper plus fort, du coup voilà, en disant je tape 2 fois carrément, avec la double initiative, et en plus j'ai la vigilance pour pouvoir bloquer derrière. Donc c'est quand même un mode extrêmement agressif. Et derrière, en fait, on a le mode défensif avec indestructible, lien de vie et la protection contre toutes les couleurs. C'est vraiment fait pour dire, voilà, je suis là pour bloquer, vas-y, envoie tout ce que t'as, je vais bloquer, en plus ils peuvent pas être détruits, et en plus derrière, je vais gagner des points de vie. Et du coup, en cumulant les deux, on se retrouve à faire une value super élevée, en fait, juste en disant, bah voilà, j'ai tous les mots-clés qui sont réellement importants dans les phases de combat. Voilà, bon, après, il y a la célérité qui nous manque, mais bon, on est en blanc quand même, hein, messieurs, dames, il faut calmer un petit peu, voilà. Mais je vous avoue que Volonté d'Acromat, pour moi, c'est un sort qui est super intéressant. Le coût de mana n'est pas du tout excessif, parce qu'il faut comprendre que, bon, généralement, on avait l'habitude pour 3 mana d'avoir au moins notre créature qui était indestructible. Là, ici, pour 4, en éphémère, on peut aussi donner le lien de vie et la protection. Donc autant vous dire que c'est plutôt pas mal, il paraît. Mais surtout, ce que j'aime, c'est en fait ce design autour du commandant, où voilà, votre commandant il est là, ce que généralement vous allez vouloir dans un deck, hein, la plupart du temps, eh bien, vous allez pouvoir protéger ce board. Il y a certains decks dans lesquels ça ne va pas rentrer. Mais après, il faut se dire, même sans le commandant, ça reste un sort qui est puissant en fait. Le truc, c'est qu'avec le commandant, il est complètement craqué. Voilà, vous allez avoir tous les mots-clés, vous allez être content, tout ça. Je pense que voilà, par exemple, un deck comme Audric, le premier, hein, le maître tacticien, ou alors du coup Acromat tout simplement, ici de cette extension, mais je vous avoue que les deux ont l'air de bien aimer ce genre de carte, donc oui, c'est complètement pété. On continue avec l'Archonte du Couronnement, une créature Archonte qui coûte 6 dont 2 blancs, c'est une 5-5 avec le vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque. Et tant que vous êtes le monarque, les blessures ne vous font pas perdre 2 points de vie. Quand une créature vous inflige des blessures de combat, son contrôleur devient quand même le monarque. Alors du coup, Archonte du Couronnement, il nous réintroduit à une vieille mécanique, enfin une vieille mécanique de Conspiracy 2, mais une mécanique qui est super en fait pour le multijoueur, et que généralement les joueurs en commandeur adorent, c'est le monarque. Donc le monarque est issu de Conspiracy 2, et en fait, qu'est-ce qu'il représente le monarque? Le monarque c'est une sorte de statut du joueur, et en gros, il n'y a pas de monarque au début de partie, mais à partir du moment où il y a une carte qui met le monarque dans la partie, comme l'Archonte du Couronnement, bah du coup ça veut dire, hop, bah tel joueur, généralement celui qui a lancé le sort, mais pas que, on avait déjà vu avec Jared, hein, bien sûr, que des fois ça peut désigner d'autres joueurs, mais ici, l'Archonte nous désigne, quand il arrive sur le champ de bataille, en tant que monarque. Il y a beaucoup de cartes qui le font, donc voilà, c'est intéressant. Alors, quel est l'intérêt du monarque? Eh bien, au début de son étape de fin, il va pouvoir piocher une carte supplémentaire, ce qui est quand même assez dingue, il faut se dire, c'est une pioche en plus. Donc généralement, vous allez jouer une créature, boum, durant votre tour, vous allez devenir le monarque, et derrière, tiens, à la fin de mon tour, directement, je pioche une carte. Donc c'est une plus-value, c'est quasiment automatiquement un cantrip, où vous allez draw à chaque fois. C'est plus ou moins vrai. Le problème, c'est que le monarque se perd d'une façon qui est assez courante, mais pas tant que ça en fait en commandeur, c'est le fait d'infliger des blessures de combat au joueur qui a le monarque. Si jamais on lui inflige des blessures, voilà, j'attaque avec une créature, boum, tiens, je t'inflige des blessures, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je récupère le monarque, je deviens moi-même le monarque. C'est intéressant parce que ça donne une dynamique assez agressive que des fois en commandeur, on est un petit peu en train de se regarder dans le blanc des yeux, et là d'un seul coup il y a le monarque qui est en jeu, et t'es là, du coup ça va peut-être nous inciter à bourrer un peu plus, à être un peu plus agressif, à essayer de dégoter ce monarque. Alors, je dois rajouter un petit quelque chose quand même sur le monarque, c'est que des fois il y a des capacités ou des créatures qui fonctionnent justement différemment avec le monarque. Ici l'exemple c'est les blessures ne vous font pas perdre de points de vie. Alors, le problème c'est que oui, on s'est posé la question au moment du reveal de cette carte, parce qu'on n'avait pas encore le reminder text à ce moment-là. Et oui, en effet, une créature qui va vous infliger des blessures, mais qui ne vous fait pas perdre de points de vie, eh bien, en fait, elle vous a quand même infligé des blessures. Donc du coup, vous récupérerez la couronne, le monarque. Voilà. Donc du coup, l'Archonte du Couronnement, qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il vaut, cet Archonte du Couronnement? Bah écoute, il joue avec une des meilleures mécaniques de Magic. Il permet en plus, derrière, d'avoir une 5-5 vol pour 6. Ce qui est quand même pas mal du tout, donc un bon bloqueur, un bon attaquant. Derrière, il nous permet également de ne pas prendre de perte de points de vie quand on vous fait des blessures, donc du coup, si vous avez aussi des jeux qui jouent avec des blessures indirectes, des blessures de non-combat, du coup, vous ne perdrez pas de points de vie, c'est quand même intéressant aussi. Mais voilà, je pense que c'est une carte qui est intéressante, qui demande une certaine mise en place, éventuellement, que ce soit plus difficile de vous attaquer aussi, comme ça, vous pouvez éventuellement bloquer avec votre Archonte, derrière le peu de créatures qui vont passer. Donc oui, je pense que il est assez sympathique, l'avantage c'est qu'il met le monarque, c'est une bonne bête, qu'il a un intérêt quand vous avez le monarque, et que c'est suffisant en fait. L'avantage c'est aussi que
et ben en fait le problème principal c'est quand on est le monarque, on a tendance à se faire un petit peu bourrer dans tous les sens, mais si vous êtes le monarque et que vous perdez pas de points de vie mais que vous laissez le monarque à quelqu'un d'autre, bah au moins vous avez juste perdu la couronne mais vous n'avez pas perdu les points de vie avec. Donc ça a l'air quand même assez intéressant mine de rien. On enchaîne avec le chasse au ciel cuirassé, un chat et chevalier qui coûte 4 dont un blanc, c'est une 3-3 avec le vol, et chaque fois qu'il attaque, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'aura ou d'équipement parmi elles. Si un équipement est mis sur le champ de bataille, de cette manière, vous pouvez l'attacher à une créature que vous contrôlez, mettez le reste de ces cartes au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors je tiens à le préciser, techniquement quand on met également une carte d'aura sur le champ de bataille, vous allez choisir, j'ai bien dit choisir, hein, pas cibler, vous allez choisir un permanent auquel l'aura peut s'attacher, et vous allez du coup le mettre dessus. Ça passe outre le linceul, et ça passe outre la défense talismanique également. Donc du coup c'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, mais bon, j'aime beaucoup ce chasse-ciel cuirassé. Alors évidemment ça fait penser au chasse au ciel de Miraudin bien sûr, et je vous avoue que elle est très bien en fait, parce que à chaque attaque, avoir quelque chose qui peut du coup éventuellement la booster elle, ou booster un commandant ou une autre créature attaquante, si on est dans un deck équipement ou un deck aura, bon, ce qui est un peu logique, hein, parce que sinon on ferait pas grand chose, ça peut être suffisant du coup pour donner de l'évasion en plus à une autre créature, sachant que c'est aussi l'attaque quoi, je veux dire, c'est puissant en fait, c'est vraiment puissant, et en plus 6 cartes. 6 cartes, c'est une bonne statistique. Parce que bon, quand on commence à dire 4 cartes, c'est un petit peu léger, 5, ouais, c'est pas mal. 6, c'est vraiment le top du top. On est généralement, voilà, 6-7 cartes, on est déjà sur une bonne statistique, en fait, pour le commandeur. Donc oui, il y a vraiment tout ce qu'il faut, en fait, pour que le deck, avec les auras ou avec les équipements, fonctionne bien, parce que c'est... En plus, ça a de l'évasion, quoi, je veux dire, c'est débile. Il y a vraiment pas mal de choses à faire autour, et je pense juste, dans un deck aura, équipement, elle aura sa place quasiment automatiquement intégrée, tant que vous jouez blanc. On enchaîne avec une commune, et oui, on va parler de certaines communes dans cette extension, il paraît. La bénédiction bienveillante, une enchantement aura qui coûte 2 dont un blanc, qui a le flash, et au moment où la bénédiction bienveillante arrive sur le champ de bataille, vous choisissez une couleur. La créature enchantée a la protection contre la couleur choisie, cet effet ne retire pas les auras et les équipements que vous contrôlez qui lui sont déjà attachés. Alors là, vous allez me dire, oula, c'est un peu spécifique tout ça. Mais oui, mais en fait, c'est extrêmement puissant, parce que il faut comprendre qu'on avait déjà une aura qui faisait à peu près la même chose, je vais vous la mettre, hein, je vais la retrouver, j'ai plus le nom du tout, mais en fait, elle ne se retirait pas elle-même, mais elle ne touchait pas, par contre, elle ne protégeait pas du tout les équipements et les auras qui étaient déjà attachés auparavant, parce que c'est le problème, quand on donne la protection, normalement, ben justement, on est censé détacher tout ce qui est de la couleur en question et qui est attaché à la créature. Là non, la bénédiction bienveillante, en fait, elle fonctionne très bien, et en plus, elle est en flash. C'est une super carte de protection qui généralement va vous permettre de juste de protéger votre commandant à fond les ballons quoi. Et c'est le genre de truc, bah hop, ah tiens, t'essaies de me la détruire, de me la... je sais pas, de me la blaster et tout ça, ah bah bénédiction bienveillante, y a pas de problème. Et t'es là, ah d'accord, voilà. C'est une bonne réponse, c'est une réponse efficace pour bien protéger une de nos créatures. On continue avec la cour de la grâce, un enchantement qui coûte 4 dont 2 blancs. Quand la cour de la grâce arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque. Et au début de votre entretien, créez un jeton de créature 1-1 blanche esprit avec le vol. Si vous êtes le monarque, créez un jeton de créature 4-4 blanche ange avec le vol à la place. Et évidemment, c'est un nouveau cycle, les cours sont disponibles dans chacune des couleurs, on va en parler encore une fois. Et ici, encore une fois, on parle du monarque. Et le monarque, eh ben, sur l'enchantement, c'est plutôt cool. Ce qui est bien, en fait, c'est aussi que on est face à un design en fait avec un effet d'auto-remplacement, c'est-à-dire soit d'un côté vous faites de base tel effet, mais si vous remplissez la condition d'être le monarque, vous modifiez l'effet en question. Donc voilà, c'est un effet d'auto-remplacement. Ce qui est génial, je trouve, c'est en fait que dans tous les cas, vous allez créer des bodies au début de chaque tour. Alors vous allez me dire, oui, c'est sympathique, mais en fait, alors là je pense aux jeux jetons, parce que bon, j'en connais quand même quelques-uns, et généralement les jeux jetons, avoir des effets récurrents qui font des jetons tout seuls, ils aiment bien, ils adorent. Voilà, t'es là, t'es juste, j'investis du mana, et je vais juste laisser popper des jetons à chaque tour. T'es là, ok, pas de problème. C'est vraiment efficace, et ça fonctionne vraiment bien, surtout que là, on est quand même sur des 1-1 vol esprit. T'es là, ouais, bon, ok, des 1-1 vol, ça fait plaisir, quoi. Le monarque en plus, c'est vraiment un bonus non négligeable, parce que passer d'un seul coup à des 4-4 anges, t'es là, ouh, ça fait mal. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est comme les jetons de base sont des esprits avec le vol, et bien du coup ça veut dire que ce sont déjà de parfaits bloqueurs, parce qu'ils peuvent bloquer aussi le vol, mais surtout, si jamais vous avez besoin de les récupérer le monarque, et ben ce sont des esprits qui ont déjà de l'évasion. Donc t'es là des créatures,
œil de l'évasion, c'est généralement au top pour récupérer le monarque. Donc peut-être que vous allez laisser le monarque se balader un petit peu entre les différents joueurs avant de le récupérer, parce que vous avez suffisamment d'esprit pour attaquer, le récupérer, et ensuite pouvoir bloquer derrière pour ne pas le perdre. Parce que évidemment votre but ça va être, ah bah tiens, j'aimerais bien le récupérer, et surtout le garder un petit moment pour faire des 4-4 anges à la place. Donc oui, je trouve que la Cour de la Grâce c'est une des cartes monarques extrêmement équilibrées qui fonctionne très bien en fait. On a le Gardien de l'Accord, un humain et soldat qui coûte 4 dont un blanc, c'est une 3-4, et c'est celui qui nous avait été révélé vachement en avance, voilà on l'avait vu cet été. Au début de l'étape de fin de chaque adversaire, si ce joueur contrôle plus de créatures que vous, créez un jeton de créature à 1 blanche soldat. Et au début de l'étape de fin de chaque adversaire, si ce joueur contrôle plus de terrain que vous, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, et mélanger ensuite votre bibliothèque. Je suis un grand fan du Gardien de l'Accord. Alors, vous allez me dire, oui, bon, voilà, c'est sympathique, mais en fait, il est extrêmement bien pensé. Encore une fois, on se retrouve avec cette notion, en fait, où si un adversaire vous domine, bah, techniquement, il compense derrière. Ce que j'adore, en fait, c'est... Alors, on va analyser les capacités une par une. La première, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, dans les jeux aristocrates, oui, les jeux aristocrates, encore une fois, eh bien, ça fonctionne plutôt bien parce que, généralement, les aristocrates ont moyen de sacrifier en éphémère les créatures. Donc, généralement, vous allez forcément essayer de vous arranger pour avoir un petit peu moins de créatures que le joueur dont c'est le tour, parce que du coup vous allez recréer à nouveau des jetons, refaire de la value, parce que oui, les jetons, voilà, je vous l'avais dit, hein, dans le nuance 2 sur les aristocrates, les jetons et les aristocrates fonctionnent plutôt bien ensemble, parce que bah, faire des jetons, c'est faire de la value supplémentaire que vous allez pouvoir sacrifier sur les effets d'aristocrate, et ça fonctionne bien. Donc voilà, vraiment je suis un grand fan de ce Gardien de l'Accord pour cette première partie, mais pour la deuxième aussi. Parce que du coup, comme ça compare au début de l'étape de fin de chaque adversaire, et non pas à un instant T, t'es là, ok, donc tant qu'il y a un adversaire qui essaye d'être en avance, et ben en fait mon Gardien de l'Accord va essayer de faire en sorte que je garde le niveau, quoi, en gros. C'est-à-dire... imaginons, hein, vous pouvez très bien être à 3, avoir 4 terrains, et il y en a un autre qui joue vert et qui est déjà à 7 terrains, bah du coup ça veut dire que tant que le mec est en avance, le Gardien de l'Accord il va faire en sorte de dire, ok, bah du coup je vais pouvoir faire en sorte de ramper et de mettre en plus ces terrains de base directement sur le champ de bataille, quoi, c'est fort. Donc vraiment j'aime beaucoup ce Gardien de l'Accord, autant au niveau de la value qu'il peut apporter dans les créatures que dans les terrains, ce qui est quand même génial en blanc. Un autre enchantement, c'est la promesse d'un lendemain, qui coûte 3 dont un blanc. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, exilez-la. Au début de chaque étape de fin, si vous ne contrôlez pas de créature, sacrifiez la promesse d'un lendemain et renvoyez sur le champ de bataille, sous votre contrôle, toutes les cartes qu'elle a exilées. Je suis un grand fan de cette carte parce que... Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la créature va quand même mourir, c'est-à-dire, elle meurt, mais quand elle meurt ensuite, elle arrive au cimetière, et vous allez l'exiler ensuite. Ça n'est pas un effet de remplacement. Ce qui fait que techniquement, tous les effets qui se déclenchent à la mort d'une créature vont se déclencher. Ce qui est génial en fait, c'est que de manière assez inattendue, on a ici une protection contre les Vras. Ben oui, parce qu'au début de chaque étape de fin, t'es là, oui, bah si pendant un tour le mec fait une Vras et qu'au début de son étape de fin t'as plus de créatures sur le champ de bataille, t'es là, ah bah super, je peux sacrifier promesse d'un lendemain, toutes mes créatures qui étaient mortes, bah elles reviennent de l'exil directement, et t'es là, ouais, bah en fait t'as récupéré tout ton board quoi. Donc c'est une excellente protection anti-Vras, qui en plus va redéclencher les effets d'arrivée en jeu, qui déclenche les effets à la mort. Enfin, c'est vraiment génial, hein. Le design est très très original, l'illustration est magnifique, donc ouais, c'est... Waouh, je suis vraiment bluffé. Après, il y a aussi autre chose que vous devez savoir, c'est que si vous avez une Auramantienne dans le deck, il paraît que ça peut devenir assez débile. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Auramantienne vous permet, quand elle arrive en jeu, de récupérer une aura, enfin un enchantement plutôt, de votre cimetière dans votre main. Donc du coup, ça veut dire que généralement, vous allez reprendre la promesse d'un lendemain, et du coup, si vous pouvez la rejouer dans l'immédiat, il paraît que c'est pas mal. Donc il y a moyen de faire un petit peu blink, enfin pas vraiment du blink en fait, c'est assez étrange, mais du coup de permettre d'exiler, réanimer, faire du réanimateur ouais, c'est du réanimateur de masse on peut dire. On enchaîne avec décimer les rangs, un rituel qui coûte 5 dont 2 blancs, détruisez toutes les créatures et tous les planeswalkers à l'exception des commandants. Donc voilà, seuls les commandants planeswalkers et créatures seront épargnés. J'avoue que c'est pas forcément le top du top, parce que généralement dans les Vras, on a tendance à vouloir aussi embarquer les commandants, parce qu'il y a certains commandants qui sont très puissants à eux seuls, mais le problème c'est que bon, voilà, c'est... Votre commandant il est protégé aussi, donc il fallait compenser. Je pense qu'il y a une sorte d'équilibre en fait dans cette Vras, parce que si ça avait été uniquement, bah je sais pas, détruisez toutes les créatures et tous les planeswalkers à l'exception de vos commandants, t'es là, ouais bon, c'est peut-être un petit peu pété quand même, hein, ça aurait coûté peut-être un mana de plus, etc.
mais ça aurait été un peu bourrin, et bon, il y a d'autres cartes qui existent comme ça, qui coûtent déjà 7 mana, donc wouh, la fiesta quoi. Donc oui, décimer les rangs est assez équilibré en fait en soi, j'aime bien, voilà. Mais après, il y a aussi d'autres decks, d'autres commandants qui ont besoin d'avoir un board à côté, d'avoir un setup à côté, et si vous le détruisez, bah, peut-être que ce sera pas suffisant, justement. Et on termine le blanc avec Jugement Triomphal, un rituel qui coûte 9, dont 3 blancs. Renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes d'artefacts, d'enchantement et de Planeswalker de votre cimetière. C'est encore une fois une carte d'un cycle, voilà, on a 3 cycles là qui se suivent, c'est plutôt pas mal. Et bien, le Jugement Triomphal, voilà, ça fait partie de ces cartes qui coûtent extrêmement cher, mais on sait pourquoi. Alors parce que réanimer littéralement tous les artefacts et tous les enchantements, alors on avait déjà des sorts qui permettaient de le faire, hein, mais généralement ça coûtait cher, soit en argent, soit en mana, haha. Et en plus derrière réanimer tous les Planeswalkers de vos decks, bah oui, ça peut être intéressant si vous avez vraiment le jeu adapté. Je pense qu'en dehors d'un jeu Super Friends, le Jugement Triomphal, c'est probablement une carte sur laquelle vous allez passer. Parce que c'est pas si intéressant que ça. La réanimation d'artefacts et d'enchantements, il y a d'autres moyens de le faire. Parce que là, triple blanc, ça limite quand même énormément le type de jeu que vous allez jouer. Vous n'allez pas jouer en 4 couleurs, vous allez peut-être jouer en 3 couleurs, pourquoi pas. Et encore, c'est assez restreint, mais bon, à 9 mana, ça devrait aller. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose d'assez particulier dans celui-ci. Et je pense qu'en dehors d'un deck Super Friends, il n'y a pas trop moyen en fait de l'utiliser. On passe maintenant aux cartes du bleu, et il y en a beaucoup, donc on va accélérer un petit peu. On va parler d'abord du Mutin Enfin, une salamandre pirate qui coûte 4 dont un bleu, c'est une 3-3. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, exilez jusqu'à une créature non salamandre ciblée, le contrôleur de cette créature crée un jeton de créature 4-3, salamandre et guerrier. Oui, c'est intéressant. Mais il y a encore autre chose. Il y a le Encore. Le Encore, c'est une capacité qui s'active depuis le cimetière. Ici, elle coûte 6 dont 2 bleus. Elle va vous demander d'exiler cette carte en plus du cimetière, et pour chaque adversaire, vous allez créer une copie, jeton, qui attaque cet adversaire ce tour 6 si possible, et elle acquiert la célérité. Sacrifiez-la au début de la prochaine étape de fin, et vous pouvez uniquement le faire bien sûr en rituel. Ici on est face à une créature qui est pirate, voilà, qui est aussi salamandre bizarrement, et vraiment en fait le Mutin Enfin déjà de base c'est une bonne carte avec de bonnes statistiques et qui déjà va vous permettre d'exiler une créature. Et là bon alors non salamandre ça va, je veux dire il n'y a pas grand chose qui pourrait vous gêner. Mais je vous avoue que oui, le Mutin Enfin fonctionne plutôt bien de base, rien qu'avec cette capacité là. Parce que bon, exil de créature en bleu ça reste quand même assez rare, vous mettez une créature c'est normal, voilà il faut compenser, on est en bleu. Mais surtout ce que j'adore c'est quand même que pour 6 vous faites 3 fois cet effet là. Et là, ok, plus derrière vous avez une 3-3 qui attaque chaque adversaire. Ok, bon voilà, c'est quand même une certaine puissance. Le Encore est assez intéressant de manière générale, je vous invite à comparer à chaque fois, alors du coup dire, ok, mais généralement c'est des capacités déclenchées au moment de l'arrivée en jeu, de la mort ou bien de l'attaque, voilà, qui sont présentes sur les créatures en question. Mais je vous avoue que là, le Mutin Enfin, il est vraiment génial, voilà. Exiler 3 créatures, bon, ouais, c'est pas mal du tout. L'amiral de la flotte d'Azur, un humain et pirate qui coûte 4 dont un bleu, c'est une 3-3, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque. Et il ne peut pas être bloqué par les créatures que le monarque contrôle. C'est une commune, mais bordel, quelle commune! Et oui, je pense que c'est très bon d'en reparler de celle-ci, parce que bon, on pourrait se dire que voilà, c'est sympathique. Ben non, vous avez un moyen de récupérer systématiquement le monarque, les gens. Voilà, vous avez un amiral de la flotte d'Azur qui vous donne le monarque de base, et en plus qui n'est pas bloquable par les créatures contrôlées par le monarque. Donc t'es là, ok, à un moment ça veut dire que systématiquement vous allez récupérer le monarque avec l'amiral de la flotte d'Azur et repiocher une carte à la fin de votre tour. Alors évidemment, le problème c'est que si du coup vous faites systématiquement agresser pour qu'on reprenne le monarque, ça va vous coûter des points de vie au bout d'un moment. Donc voilà, il faut quand même envisager ça aussi, mettre pourquoi pas un peu de protection, pourquoi pas un archonte, voilà, hein, il paraît. Ça peut être sympathique, mais je pense que déjà, bah oui, la combinaison des deux, archonte et l'amiral de la flotte d'Azur, bah voilà, vous perdez pas de points de vie au moment où vous allez perdre le monarque, super, et en plus derrière vous le récupérez systématiquement, YOLO, voilà, YOLO. Le corpus de savoir, un avatar qui coûte 5 dont 2 bleus, c'est une étoile, dont la force et l'endurance sont égales au nombre de cartes dans votre main. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main, et à chaque fois que le corpus de savoir subit des blessures, piochez autant de cartes. Et là, en fait, j'ai un truc à vous dire, il y a une combo. ouais, il y a une combo avec. Et en plus, c'est l'une des plus vieilles combos qui existent dans le Commander, c'est les combos Niv-Mizzet. Et oui,
Parce que Niv Mizzet, alors que ce soit le parrain ou alors le tout premier, Niv Mizzet le cérébro-pire, eh bien les deux vont infliger une blessure quand vous piochez une carte. Ici, le corpus de savoir, vous pouvez très bien diriger la blessure sur le corpus de savoir. Du coup, le corpus de savoir prend une blessure, tu pioches une carte. Voilà, capacité déclenchée. Le truc, c'est que du coup, comme le corpus de savoir, sa force, son endurance augmente avec le nombre de cartes que vous avez en main, bah du coup, techniquement, il va toujours avoir un d'endurance et de force de plus que le nombre de cartes que vous avez en main. Voilà. Enfin, tant que c'est pas une 1-1 de base, il faut que ce soit une 2-2 au départ quand il prend sa première blessure. Mais du coup, si jamais vous jouez par exemple Archive de la Marette, ou bien la perspicacité sans âge de Teferi, qui vous permettent de piocher 2 cartes à la place d'une, eh bien en fait c'est simple, avec Niv Mizzet parrain ou avec l'autre Niv Mizzet, vous allez partir dans une boucle et tuer tout le monde. Je suis extrêmement sérieux. Donc du coup pourquoi? Parce que bah, c'est simple, vous allez infliger une blessure au corpus de savoir, vous allez piocher non pas une carte mais 2. Du coup, les Niv Mizzet vont se déclencher 2 fois. Ils vont dire ok, moi j'ai 2 blessures à mettre maintenant. Oui, mais moi je vais mettre juste une sur le corpus de savoir et une autre sur l'adversaire par exemple. Et du coup derrière, vous allez, ben d'accord, le corpus de savoir prend une blessure, donc vous allez repiocher à nouveau 2 cartes. Donc du coup vous allez mettre à nouveau 2 triggers en pile. Et en fait, alors vous allez me dire, oui, mais en fait c'est pas possible, parce que tes adversaires, au total ils ont 120 points de vie. Et toi, t'as pas assez. Je veux dire, voilà. Ben, le truc c'est que il vous suffit d'avoir les combos classiques aussi avec Oracle d'Assa, avec le Jace, avec la maniaque du laboratoire, si vous les avez à côté. Vous allez commencer à me dire, oui, mais ça fait beaucoup de cartes, ça. Oui, ce sont des possibilités, voilà. Après, il y a aussi des cartes qui vous permettent de remélanger votre main et votre cimetière à votre bibliothèque. Donc voilà, si jamais vous voulez arrêter la boucle juste avant de mourir, eh ben, faites-le, voilà. Donc juste... vous le faites, et puis comme vous avez pioché toute votre bibliothèque, bah, généralement vous avez ces cartes-là, donc du coup vous pouvez les jouer, et derrière repiocher des cartes, et du coup comme vous repiochez des cartes, bah, Niv Mizzet va remettre à nouveau des blessures, et on est reparti pour un tour. Voilà, à moins vraiment qu'on vous contrecarre en fait le sort, et encore, parce que comme il y en a plusieurs, il faudrait qu'on vous contrecarre systématiquement chaque sort, bah en fait le corpus de savoir c'est un moteur à combo, parce que juste ce principe-là, subit des blessures, je pioche une carte, ok, t'es là, enfin pioche autant de cartes, c'est ridicule. Et ça rend la chose extrêmement forte dans tous les jeux qui veulent énormément piocher. On continue avec la cour de la ruse, la suite de notre cycle qui coûte 3, dont 2 bleus, c'est un enchantement, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque. Au début de votre entretien, n'importe quel nombre de joueurs ciblés meule chacun 2 cartes. Si vous êtes le monarque, chacun de ces joueurs meule 10 cartes à la place. Ok. Donc, alors, bon, c'est une carte de meule sympathique, déjà, de base, je vous avoue, même sans avoir le monarque, bon, ça met le monarque dans la partie, mais juste meuler 2 systématiquement au début de votre entretien, alors pas à tous les joueurs, mais à tous les joueurs que vous avez ciblés, donc du coup, ce qui fait que si vous-même vous jouez un deck où vous avez envie de vous meuler, ça fonctionne très bien, de manière générale. Ensuite, le fait est que, ouais, si vous avez le monarque, ça devient débile. Parce que vraiment, le monarque qui fait meuler de 10, ça va aller très vite. Hein. Voilà, la partie va aller très rapidement. Oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de cette carte-là. Alors pour la meule, pour l'auto-meule, ça peut être intéressant. Donc vraiment, il y a des possibilités. Après, c'est pas du tout le meilleur, hein. Voilà, je vous avoue. C'est sympathique, mais c'est loin d'être la meilleure cour. On a vu déjà la blanche qui me semblait bien meilleure d'un point de vue offensif et défensif. Donc oui, là, c'est un petit peu plus léger, quoi. La carte suivante, par contre, on en a beaucoup parlé, c'est le perceur de coq. Un ondin et pirate qui coûte 3 dont un bleu, c'est une 3-2 avec le flash. Et si un adversaire devait piocher une carte, excepté la première qu'il pioche à chacune de ses étapes de pioche, à la place, vous créez un jeton trésor. À la place. Donc voilà, vous annulez les pioches supplémentaires de vos adversaires pour dire non, moi je vais mettre des trésors plutôt. Donc là, le bleu se met à ramper. Alors, ce que j'adore en fait avec le perceur de coq, et d'ailleurs avec une autre carte dont on parlera plus tard, c'est qu'en gros, il empêche ce que le bleu aime bien faire. Et le bleu aime bien piocher, on est bien d'accord. Donc voilà, il empêche littéralement la pioche. Donc du coup, t'es là, ouais ok, c'est un petit tacle, le bleu contre le bleu, en fait. Et oui, ça fonctionne bien, c'est une très bonne carte. Ça devient assez stupide, en fait, dans certains cas. Et vraiment, il y a des moments où vous pouvez juste bloquer la partie, quoi. Enfin, les adversaires ne feront plus rien. C'est vraiment débile ce perceur de coq, et malheureusement, bah voilà, je pense que c'est une carte qu'on se retrouvera à voir dans beaucoup de decks, juste les decks qui veulent contrôler, qui veulent faire de la stacks, qui veulent empêcher les adversaires de faire n'importe quoi. Donc contrôle, stacks, bah vous avez une nouvelle pièce.
On enchaîne avec une autre créature, le tâcheron de laboratoire, un zombie et horreur qui coûte 4 dont un bleu. C'est une 3-4 et au début de chaque étape de fin, piochez une carte si vous avez lancé un sort depuis un cimetière ou activez la capacité d'une carte dans un cimetière ce tour-ci. C'est intéressant parce que là on se retrouve à nouveau avec les activations des cimetières. Alors on avait eu Secret des morts qui existait ou la Kelpie des rivières. Ici, ouais, le tâcheron de laboratoire, en effet, on est vraiment face à une carte qui est un peu plus équilibrée, quoi, qui est un peu moins combo centrique, etc. C'est juste de la value supplémentaire parce que vous jouez avec le cimetière, et pour moi c'est largement suffisant. Voilà, donc une bonne carte qui fonctionne avec les cimetières, qui est pas trop chère, qui a des bonnes statistiques et qui fait un bel effet. Donc voilà, super. Autre carte du cycle, c'est le déluge mnémonique qui coûte 9, dont 3 bleus, c'est un rituel. Exilez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé d'un cimetière, copiez cette carte 3 fois, vous pouvez lancer les copies sans payer leur coût de mana, exilez le déluge mnémonique. Oui, c'est fort, oui, ça coûte 9, mais comme dirait un certain deck evaluator, il paraît que dans Myzix, ça ne coûte que 3 bleus, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, la carte est très bien, je veux dire, le relancement de sort a toujours été efficace. En plus, là, enfin... littéralement, c'est pas qu'on copie le sort, c'est qu'on le copie et on peut le lancer. Donc du coup, il y a le processus de lancement qui compte également. C'est très intéressant et ça fonctionne vraiment bien. Donc du coup, oui, en effet, dans Myzix, c'est plutôt pas mal du tout, il paraît. Donc oui, surtout, imaginez un petit peu le genre de sort que vous pouvez rejouer encore une fois, 3 fois, je devrais dire même. Oui, c'est assez puissant. On enchaîne avec le protégé de Sakashima, une créature change-forme qui coûte 6, dont 2 bleus. C'est une 3-1. Il a le flash, il a la cascade, donc voilà, quand vous le lancez, vous allez pouvoir exiler les cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à exiler une carte non-terrain d'un coût inférieur au protégé de Sakashima, et vous pourrez la lancer sans payer son coût de mana, voilà. Et derrière, bah, il dit que vous pouvez faire que le protégé de Sakashima arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quel permanent qui est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci. Alors oui, il y a une restriction, quand même, voilà, mais le fait que ça soit en flash... c'est suffisant pour le rendre très intéressant, parce que ça permet de réagir aussi aux plays adverses. Donc vraiment, Protégé de Sakashima fait partie de ces très bons change-formes de Sakashima, voilà. On avait parlé de Sakashima, nouvelle version, dans la vidéo des commandants avec le partenariat. Et bah ici, Protégé de Sakashima est dans la même veine, avec une très bonne plus-value, hein, flash, cascade, parce que du coup, cascade va peut-être vous permettre de récupérer une créature, et du coup, derrière, il arrive en tant que copie de n'importe quelle carte qui arrivait sur le champ de bataille ce tour-ci. C'est fort. On passe à la volonté de Sakashima, un rituel qui coûte 4 dont un bleu. Vous choisissez l'un, si vous contrôlez un commandant au moment où vous le lancez, vous choisissez les deux, si vous le souhaitez. Un adversaire ciblé choisit une créature qu'il contrôle, vous en acquérez le contrôle. Et choisissez une créature que vous contrôlez, chaque autre créature que vous contrôlez devient une copie de cette créature jusqu'à la fin du tour. Encore une fois, on voit qu'il y a un lien assez spécial entre le commandant Sakashima et la volonté de Sakashima, parce que je vous rappelle que Sakashima enlève la règle des légendes, du coup ce qui fait que vous pouvez avoir que des copies d'une créature légendaire, c'est génial. Mais la volonté de Sakashima est vraiment énorme, parce que d'un côté, voilà, je veux dire, c'est prise de contrôle d'une créature, c'est là, ok, bon alors, c'est pas vous qui choisissez, mais c'est toujours intéressant. Mais derrière, le fait au moins de pouvoir faire en sorte de tout copier, de dire ok, toutes nos créatures sont une copie de telle créature, ça peut être extrêmement fort parce que bon, si vous avez une créature qui est une grosse créature qui a de l'évasion, vous êtes là, ok, bah 10 créatures sont des grosses créatures avec de l'évasion. Et là, ok, c'est fort en fait. C'est pas forcément extrêmement pété et c'est pas forcément jouable dans tous les decks, je vais vous le dire tout de suite, mais ça reste suffisamment intéressant en fait pour que ça puisse être joué dans pas mal de decks. On continue avec le Sphinx du Second Soleil, un Sphinx qui coûte 8, dont 2 bleus, c'est une 6-6 et il a le vol. Au début de votre deuxième phase principale, vous obtenez une phase de début supplémentaire après cette phase. La phase de début comprend les étapes de dégagement, d'entretien et de pioche. Ok, là on va faire une pause tout de suite. Vous allez vous stopper tout de suite. Les traducteurs français, j'ai envie de vous mettre des baffes. Voilà, j'ai envie de vous expliquer pourquoi tout de suite, chers amis, parce que sinon, vous allez être induit en erreur à cause de la traduction française. En effet, en fait, dans la traduction anglaise, dans la version anglaise, on ne parle pas de deuxième phase principale. Techniquement, je ne sais pas pourquoi en France on y réfère comme ça. On parle de post-combat main phase, c'est-à-dire phase principale après combat. Du coup, vous allez me dire, ça change pas grand-chose. Si, ça change quelque chose quand en fait, la deuxième phase principale, techniquement, si on est extrêmement pointu sur les termes, du coup ce qui voudrait dire qu'on parle en anglais, hein, pas en français, eh bien la deuxième phase principale c'est uniquement la deuxième du tour. Techniquement voilà, donc celle qui arrive après le premier combat. Mais si vous arrivez à faire en sorte d'avoir des phases de combat supplémentaires,
bah techniquement, c'est plus la deuxième phase principale qu'il y a après la phase de combat supplémentaire. C'est la troisième, la quatrième, la cinquième, etc. Sauf que non. Dans les règles de Magic, on ne fait pas de référence à la deuxième phase principale. On fait des références à la phase principale pré-combat et la phase principale post-combat. Mais malheureusement, en français, ça a été mal traduit. Et du coup, on se retrouve avec cette erreur de traduction qui peut vous induire en erreur. Si jamais vous devez jouer cette carte, du coup, vraiment, je vous invite à relire les règles, à aller revoir la version anglaise, qui vous induira pas en erreur, celle-ci, parce que je suis sûr qu'il y a un de vos potes qui va dire « Mais ça fonctionne pas, c'est que la deuxième ». Voilà, donc si vous arrivez à faire les synergies où vous faites des phases de combat supplémentaires, ça devient débile. Donc voilà, vous avez compris où est le principe. Le but ici avec cette carte, ça va être en effet, pourquoi pas, de partir en combo, ce qui est faisable, même s'il coûte 8 quand même, le Sphinx, il est un peu cher, hein. Mais bon, c'est normal, parce qu'en fait, vous pouvez partir en combo extrêmement vite, vu que deuxième phase principale, ou plutôt phase de principale post-combat, eh bien, vous allez déclencher la capacité, et après celle-ci, vous allez pouvoir faire dégagement, phase de début, donc du coup, enfin, dégagement, entretien, et pioche. Ce qui est vraiment génial, parce que de manière normale, on va dire juste si vous le jouez sans faire des phases de combat infinies, etc., on s'en fout, mais juste le fait de pouvoir dégager les permanents et de pouvoir repiocher, là, enfin, en fin de tour, c'est quand même assez appréciable. Enfin, juste avant le début de l'étape de fin. C'est quand même extrêmement appréciable. Donc, il y a des moyens, évidemment, de faire des phases de combat infinies. Je pense à Gravity d'assaut. Voilà, je vais pas vous faire de détails. On a fait un épisode de Judge, le tout premier, et je vous invite à aller le voir. Dedans, on a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. C'est assez technique, et ça va me prendre beaucoup trop de temps ici pour que je vous en parle. Donc voilà. On est face à une vraie bonne carte qui a un potentiel, qui est intéressante, qui coûte cher en mana, c'est évident. Mais c'est normal qu'elle coûte cher. Je veux dire, la plus-value ajoutée ici, c'est un espace de design complètement nouveau, en fait. La suite, c'est Mauvais Virage, un éphémère qui coûte 3, dont un bleu. Un adversaire ciblé acquiert le contrôle d'une créature ciblée. Ce qui est génial, ici, c'est que vous pouvez donner le contrôle d'une créature adverse. Donc, du coup, en fait, cette carte-là, elle est vraiment designée pour le multijoueur. Le but, c'est pas de filer une de vos créatures, sauf si vous jouez un truc avec Zedruu, ou avec des effets symétriques, qui sont intéressants et qui ont envie aussi d'être sous le contrôle d'un adversaire, pourquoi pas. Donc, c'est très marrant, c'est en éphémère, ça coûte pas cher en mana, mine de rien. Donc vraiment, j'aime bien la carte, c'est juste, je peux foutre le bordel dans les jeux adverses, et dire, tiens, bah toi, tu récupères cette carte-là, et t'es là, ok, d'accord. Ça permet aussi d'équilibrer, ça peut être très politique, en fait, ça permet d'équilibrer la partie, donc ouais, c'est vraiment super intéressant. Et la dernière carte dont j'ai envie de parler, c'est encore une fois une commune, c'est Perdre les Bonnes Grâces, un enchantement aura de créature qui coûte 3 dont un bleu, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous engagez la créature enchantée et vous devenez le monarque. Et la créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur, à moins que ce joueur ne soit le monarque. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est sympa, mais en fait c'est extrêmement fort. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce qu'on est sur un effet qui existe déjà, les effets de freeze. C'est quelque chose d'assez classique dans les auras, où voilà, bon, on engage la créature enchantée, elle se dégage pas dans son état de dégagement. Sauf qu'on a une précision en plus. Ici, le monarque est mis en jeu. Le monarque, quand même, c'est une plus-value intéressante. Mais surtout, ce que j'adore, c'est que la créature ne se dégage pas à moins que le joueur qui le contrôle, en fait, ne soit le monarque. Mais le problème, c'est que, techniquement, déjà, vous avez freeze une créature. Donc, il y a une créature qui ne peut pas attaquer, celle que vous avez engagée. Derrière, ça veut dire que du coup, il doit s'en démerder avec les autres créatures qu'il a, s'il en a suffisamment, pour vous attaquer, récupérer le monarque. Mais en plus, il récupère le monarque, d'accord, mais la créature ne se dégage pas automatiquement quand il devient le monarque. Elle se dégage à l'étape de dégagement normalement, s'il est le monarque. Donc ça veut dire que, durant sa phase de combat, il va récupérer le monarque, éventuellement, et derrière, il faut qu'il tienne un tour de table complet sans le perdre, pour que sa créature se dégage. Vous vous rendez compte du challenge? Sachant que le gars a certainement dû faire en sorte d'engager ses créatures du coup pour attaquer et récupérer le monarque à la base. Donc ça veut dire que de base il a déjà une créature qui est out à cause de vous, et de l'autre côté il est obligé d'engager plusieurs créatures à l'attaque pour faire en sorte de récupérer le monarque et d'être sûr de l'avoir. Et derrière il faut qu'il défende pour pas le perdre avant son tour. C'est quand même dingue. Je veux dire, la carte elle est géniale, moi je la trouve exceptionnelle. T'es là, alors bon, évidemment, c'est une gestion de une créature. Bon, ça peut empêcher les activations de capacité, voilà, de capacité ou de demande de s'engager. Ça l'empêche de l'attaquer, de bloquer. C'est suffisamment intéressant en fait, c'est un petit peu comme un pacifisme, voilà, mais en un peu mieux. Et surtout, ça met le monarque dans la partie, donc j'adore cette carte vraiment, je tenais à vous en parler.
On passe maintenant au noir et on va commencer avec la cour de l'ambition, la cour noire bien sûr. Un enchantement qui coûte 4 dont 2 noirs, et quand il arrive sur le champ de bataille vous devenez le monarque bien sûr. Et au début de votre entretien, chaque adversaire perd 3 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Si vous êtes le monarque, à la place chaque adversaire perd 6 points de vie à moins qu'il ne se défausse de 2 cartes. Cette carte je la trouve exceptionnelle en fait parce que, alors avoir une défausse récurrente c'est quand même quelque chose qui n'est pas courant. Alors bien sûr, ils peuvent toujours choisir de perdre des points de vie, mais la perte de points de vie, elle est assez énorme, hein. 3 points de vie pour du commandeur, ça reste assez impressionnant, hein, il faut l'avouer. Voilà, c'est quasiment 10% des points de vie, quasiment. Donc oui, ça peut aller extrêmement vite en fait. Vraiment, j'aime beaucoup cette carte. Et le bonus du monarque est juste complètement stupide parce que, au bout d'un moment, c'est évident que si vous jouez un deck des fausses, hein, c'est un petit peu le but ici, je pense, autour de la cour de l'ambition, eh bien, vous allez vraiment avoir défaussé suffisamment de cartes aux adversaires pour qu'ils n'aient pas le choix, ils soient obligés de perdre 6 points de vie, ou moins 3 points de vie au minimum, et à un moment, ça va être un carnage, quoi. Je pense que ça va peut-être même vous faire devenir une cible assez prioritaire, mais si vous arrivez à tirer votre épingle du jeu, à avoir suffisamment de défense, évidemment, le monarque, comme d'habitude, c'est puissant. Donc vraiment, cours de l'ambition, sachant en plus que quand même que vous faites un différentiel en disant, ok, si je suis le monarque, vous défaussez 2 et moi je pioche 1, t'es là, ok, ouais, ça a un petit peu pété quand même. Un autre enchantement, c'est la sapience démoniaque qui coûte 3 dont 1 noir. Quand elle arrive sur le champ de bataille, piochez 3 cartes. Et au début de votre étape de fin, vous perdez 2 points de vie pour chaque carte dans votre main. J'adore cette carte parce qu'en fait, le but ici, évidemment, c'est pas de la garder. Le but c'est, je la pose, ok d'accord, l'enchantement est posé, j'ai pioché 3 cartes, nickel. 3 cartes pour 3 mana. Eh, c'est beau hein. Et derrière, je la refile à quelqu'un d'autre. Voilà, donc du coup, il y a des effets qui existent, hein, voilà, vous les connaissez. Généralement, si vous aimez jouer avec le fait de refiler des cartes aux adversaires, vous savez comment faire, tout à fait. Et généralement, bah oui, là ça va faire très mal. Parce qu'en plus, l'adversaire, généralement, aime bien piocher aussi en commandeur. Mais je ne sais pas, disons que si vous jouiez à un moment Nekusa et que vous amusez en plus à faire piocher énormément les adversaires, bah du coup ça va faire mal en fait à la fin du tour. Ce qui est génial en plus, c'est que la capacité se déclenche au début de votre étape de fin, donc du coup avant que la défausse de fin de tour n'arrive. Donc voilà, c'est vraiment pour punir les joueurs avant qu'ils se défaussent, t'es là, bam, bah en plus t'es puni quoi, nickel. On a le comte destin elfe, une créature elfe et chaman qui coûte 2 dont 1 noir, une 1-1, et quand elle meurt, chaque adversaire se défausse d'une carte. En fait, c'est la version inversée du visionnaire elfe. Voilà, le visionnaire elfe qui disait en arrivant sur le champ de bataille, et bah du coup vous piochez une carte, voilà, pour 2 mana, c'est une 1-1, etc., pas mal. C'est la même chose, et là ici on a en inversé, quand il meurt, chaque adversaire se défausse d'une carte. Ce qui peut être extrêmement fort en fait, dans tous les jeux qui vont faire de la réanimation et de la récursion en boucle, puisque, bah, si les adversaires défaussent leurs mains, bah, ils ont plus beaucoup de réponses et ils peuvent plus jouer beaucoup de cartes. Et donc voilà, ils peuvent plus faire grand chose de leur partie. On continue avec le Seigneur de l'Effroi Elfe, un zombie et elfe qui coûte 5 dont 2 noirs. C'est une 3-3 avec le contact mortel, et quand il meurt, les créatures non elfes gagnent -3/-3 jusqu'à la fin du tour, et il a le encore pour 7 dont 2 noirs. Eh bien, ce Seigneur de l'Effroi Elfe, il est génial. Il représente vraiment toute la logique même du noir, hein, je trouve c'est ça qui est assez fou. Et aussi la logique des elfes. Voilà, les elfes sont racistes, ils aiment bien diminuer les autres créatures qui ne sont pas des elfes. Et du coup, ben, -3/-3, c'est largement suffisant, mais quand même, juste au cas où, hein, voilà, au cas où, on a le encore. C'est-à-dire que quand même, au moment où le encore va se finir, on va finir le tour où il y avait eu le encore, c'est-à-dire que nos 3 seigneurs elfes, alors en précisant que voilà on a 3 adversaires au minimum, du coup ils vont mourir et ils vont faire -9/-9 à toutes les créatures ce tour-ci. Sachant qu'on peut très bien sacrifier le seigneur de l'effroi elfe avant, donc du coup mettre -12/-12 à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour, ce qui est absolument ridicule. Donc vraiment, vraiment ce seigneur de l'effroi elfe est génial en fait. Déjà le -9/-9 avec le encore, c'est largement suffisant pour tuer absolument toutes les créatures indestructibles qui existent quasiment dans le jeu. Donc oui, on peut l'adopter, on peut le jouer, on peut faire des choses avec lui, bien sûr, dans un jeu elfe de préférence. Je pense que là, ils seront plus que contents de l'accueillir, même s'il est mort. On continue avec le rituel festin de succession, qui coûte 6 dont 2 noirs. Toutes les créatures gagnent -4/-4 jusqu'à la fin du tour. Vous devenez le monarque.
Alors oui, ça ressemble beaucoup à Languish, pour ceux qui connaissent, qui était un -4/4 généralisé, mais ici, alors on a 2 manas de plus, ok d'accord, ok. Oui, mais vous donnez le monarque, donc du coup les 2 manas de plus sont largement justifiés, puisque quand même, vraiment, le monarque en plus, ça veut dire que généralement vous allez raser le board, enfin, généralement, hein, pas toujours, et que derrière vous allez devenir le monarque, donc du coup vous assurez plus ou moins d'avoir suffisamment de... Enfin, d'avoir suffisamment de value, là, c'est race board et value, nickel. Le Maléfice Nécrotique, un rituel qui coûte 7 dont 1 noir, chaque joueur sacrifie 6 créatures, vous créez 6 jetons de créatures 2/2 noirs zombies engagés. Alors ce qui est génial ici c'est que oui, en effet, ce sort je l'aime beaucoup en fait parce qu'il a tendance à rééquilibrer, ou plutôt déséquilibrer dans l'autre sens, une partie qui peut être à votre défaveur. Puisque bah évidemment si vous avez que 2 ou 3 créatures mais que les autres en ont 5 ou 6, dire ok vous sacrifiez toutes vos créatures et moi j'en ai 6 qui arrivent sur le champ de bataille, ok, voilà, donc oui, en effet, il y a un petit truc quand même. Donc vraiment, bien meilleur que l'autre version qui avait... parce que bon, c'est une référence en fait à X, qui était en gros détruisez 6 créatures ciblées, là, c'était cher, c'était inutile, et vraiment pas intéressant du tout. Ici, on est sur du sacrifice, ce qui fait que c'est beaucoup plus puissant, et c'est chaque joueur qui sacrifie, donc du coup, symétrie, ok, ça vous désavantage aussi, mais ça refait des zombies derrière, donc du coup, on laisse passer. La Moissonneuse de Belladon, une créature elfe et chaman qui coûte 4 non 1 noir, c'est une 2/2. Chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous le contrôle de l'adversaire, ce joueur perd 1 point de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur la Moissonneuse de Belladon. Ça me fait beaucoup penser à Zouzou, voilà, celui qui punit tous les joueurs en fait, en mettant 2 blessures chaque fois qu'il y a un terrain qui arrive en jeu sous leur contrôle, t'es là, ok d'accord. Ici c'est pas symétrique, c'est uniquement les adversaires. Mais c'est largement suffisant, ça peut punir aussi les adversaires qui veulent jouer avec beaucoup de rampes, et du coup, ouais, je mets plein de terrain, tout ça, lalalala. Bah oui, bah ici vous avez moyen de les arrêter en fait assez vite et de leur dire, bah non, ça va aller. Après, elle coûte elle-même 4, du coup, ce qui fait que peut-être que ce sera un petit peu trop tard pour les jeux qui ont tendance à ramper extrêmement vite, mais le bonus est quand même très appréciable, hein, voilà. Après, il faut espérer de faire quelque chose avec ces marqueurs +1/+1 sur la Moissonneuse de Belladon, voir ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est envisageable, quoi. On continue avec l'agente de l'opposition, bien sûr, un humain aigredin qui coûte 3 dont 1 noir, c'est une 3/2 avec le flash. Vous contrôlez vos adversaires pendant qu'ils cherchent dans leur bibliothèque, et pendant qu'un adversaire cherche dans sa bibliothèque, il exile chaque carte qu'il trouve. Vous pouvez jouer ces cartes tant qu'elles restent exilées, vous pouvez dépenser du mana, comme s'il s'agissait du mana de n'importe quelle couleur pour les lancer. Alors du coup, si vous voulez tous les rulings, toutes les explications de règles, le Judge Live numéro 1 est là pour ça. On a eu une énorme section où on a parlé que de l'agente de l'opposition et de toutes les interactions qui existaient avec elle, ou presque, quasiment toutes. Donc je vous invite vraiment à y faire un tour avant d'essayer de poser une question ici, parce que bah, les réponses sont déjà là-bas en fait. L'agente de l'opposition, alors, vraiment... c'est une carte très puissante, encore une fois, à la manière de notre briseur de coque tout à l'heure, et bien ici, on est face à une carte qui va littéralement dire aux cartes noires qui aiment tuto, non, voilà, le noir aime bien tuto, mais moi aussi j'aime bien tuto. Donc vous piquez le tuto des adversaires, c'est littéralement ça, c'est, bah en fait, un adversaire veut tuto, ah bah non, à la place, c'est vous qui allez tuto dans son deck et récupérer la carte en utilisant n'importe quelle couleur de mana. En plus, ce qui est fou, c'est que c'est pas dépendant du fait que vous ayez l'agente d'opposition, c'est-à-dire, tant qu'elle reste exilée, vous allez pouvoir les lancer. Alors du coup, toutes les questions de règles, voilà, je vous renvoie voilà, au Judge Live, parce qu'il y a trop de choses à dire dessus, et bon, c'est une carte très puissante, c'est une carte qui va être jouée à haut niveau, je tiens à le préciser, parce que bon, honnêtement, si vous le jouez à un niveau 6 ou 7, je suis pas sûr que ce soit réellement intéressant. Par contre, à niveau 8, 9 et 10, ouais, là d'un seul coup, plus on monte en niveau et plus ça va être intéressant, parce que ça empêche d'aller chercher des combos, ça empêche réellement les adversaires de jouer, et ça vous permet de les faire chier, surtout que ça en flash, donc voilà, c'est surprise. L'écumeur de peste, une créature bête 6/5 qui coûte 3 dont 1 noir. Au début de votre étape de fin, sacrifiez chaque autre créature que vous contrôlez. Oui. Et défaussez-vous de 2 cartes, sacrifiez l'écumeur de peste, choisissez un adversaire ciblé, renvoyez l'écumeur de peste sur le champ de bataille sous le contrôle de ce joueur au début de son prochain entretien. Oui, alors ici c'est la patate chaude en fait, l'écumeur de peste. C'est le machin qu'on se balance de joueur en joueur pour éviter de l'avoir à la fin de notre tour, parce que sinon elle fait mal quoi. Voilà, parce que bon, quand même, demander à sacrifier chaque autre créature, c'est la violence quoi.
Ce qui est un peu dommage en fait, c'est que, enfin ça c'est mon avis personnel, mais en gros l'écumeur de peste, bah si les adversaires veulent vraiment vous faire chier, à chaque fois ils vont vous le renvoyer dans la tronche, et du coup vous serez obligé à chaque fois de redéfausser 2 cartes, resacrifier l'écumeur de peste et le renvoyer à quelqu'un d'autre. Le souci c'est ça en fait, c'est que voilà, on peut vous tenir pour responsable en fait du fait que vous ayez mis ça dans la partie, et que ce soit un gros bordel maintenant. Donc ouais, c'est amusant, et en fait ça peut vite tourner en coalition contre vous, donc Un enchantement, la fierté des parfaits, les elfes que vous contrôlez gagnent plus de plus 0 pour 4 mana dont un noir. Elfe, agressif, voilà, boost asymétrique, plus de plus 0, sympathique, efficace quoi, vraiment. La transfusion profane, un rituel qui coûte 9, dont 3 noirs, le fameux cycle. 2 joueurs ciblés échangent leur total de points de vie. Vous créez un jeton de créature artefact XX incolore horreur, X étant la différence entre les totaux de points de vie de ces 2 joueurs. Oui. Vraiment, j'aime beaucoup en fait parce que vous pouvez échanger vos points de vie avec ceux de quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais c'est assez énorme parce que bon, même entre 2 autres joueurs, s'il y a un différentiel suffisant, vous pouvez faire de la politique et derrière en tirer au moins une grosse XX. C'est pas extrêmement puissant, mais c'est suffisamment puissant pour que ça vaut les 9 mana, même si, bon voilà, c'est vrai qu'il y a des cartes qui terminent la game à 9 mana. Ici, il n'y a pas vraiment moyen de le faire. Le Rakshasa Avilisseur, un chat et démon 6-6 qui coûte 6 dont 2 noirs. Chaque fois qu'il attaque, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis le cimetière du joueur défenseur. Définitivement, ok. Il a le encore pour 8, dont 2 noirs. Oui. Donc du coup ça veut dire que techniquement vous allez pouvoir récupérer les créatures adverses. Alors en plus, sachant qu'il y a déjà un bon body, hein, une 6-6 c'est quand même tout de suite un petit peu plus imposant. Vous allez récupérer des créatures adverses. Et ensuite derrière, si jamais il a le culot de mourir, vous allez pour 8 mana le faire encore une fois sur chaque adversaire. C'est assez puissant quand même, hein. Vraiment, il y a un potentiel assez dingue. J'aime beaucoup la carte, c'est de la réanimation de deck adverse qui fonctionne très bien avec certaines stratégies, donc ouais, pourquoi pas la meule, les stratégies gestion, Vras, etc. What. Et enfin, en noir, on a le vœu de tourment, un enchantement aura de créature qui coûte 3 dont 1 noir. La créature enchantée gagne plus 2 à la menace et ne peut pas vous attaquer ou attaquer un planeswalker que vous contrôlez. Alors celui-ci, le vœu de tourment, il est là pour remplacer en fait l'ancien vœu noir, puisque voilà, techniquement, il y a les vœux qui existent et qui donnaient des capacités, des mots-clés en fait, et un boost, et qui empêchaient cette créature-là de vous attaquer. C'était suffisamment intéressant, mais le problème c'est que le vœu noir, il avait l'intimidation, qui est une capacité qu'on n'utilise vraiment plus aujourd'hui, donc du coup ils ont dit non, on va pas le réutiliser, on va en faire un nouveau, donc le vœu de tourment ici, disponible. La menace est une bonne capacité d'évasion, moins bonne que l'intimidation, mais quand même, ça reste tout à fait correct. Et oui, ben, les vœux sont intéressants, donc du coup celui-ci va vous intéresser aussi, bien sûr. On continue avec le rouge, avec les maraudeurs côtiers, un humain et pirate qui coûte 3, dont un rouge, c'est une 0-3 piétinement, oui. Et à chaque fois qu'il attaque, il gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain que le joueur défenseur contrôle. Et il a encore pour 6, dont 2 rouges. Oui, c'est marrant, oui, j'avoue. Ça me fait délirer en fait, c'est vraiment, t'as des terrains, on est en fin de partie, t'as pas de bloqueur, boum, je peux te mettre une grosse patate, ok. Voilà, et en plus il a le piétinement, et en plus il a le encore. En fait, il y a un certain côté punitif en fait pour tous les decks qui vont avoir beaucoup de terrain rapidement, puisque ben lui il arrive quand même avec 3, que pour 3 de mana, c'est quand même assez léger, mais le boost est conséquent quoi, donc vraiment, ouais, il y a... Là c'est la petite claque dans la gueule pour tous les joueurs qui jouent en rampe, c'est clac clac, allez vas-y t'arrêtes, tu te calmes un petit peu, sinon tu vas en prendre encore d'autres. Ah non. Voilà, donc oui, c'est une bonne carte. La recruteuse coercitive, une orque et pirate qui coûte 5 dont un rouge, c'est une 4-3, et chaque fois que elle ou qu'un autre pirate arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, acquérez le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour, que vous dégagez, qui gagne la célérité, et devient un pirate en plus de ses autres types jusqu'à la fin du tour. Génial. Alors ça c'est quand même assez dingue, c'est que on est sur une prise de contrôle de masse où voilà, où t'es là, ouais bah écoute, je joue des pirates et boum je prends le contrôle de la créature, bam et après on t'attaque et voilà. Et en plus comme les pirates sont une tribu assez agressive et que là en plus la créature dont on prend le contrôle devient aussi un pirate, bah t'es là en fait c'est la totale quoi. Je veux dire, on veut que les pirates infligent des blessures de combat, on veut que les pirates attaquent, et du coup là, elle te dit, ok, je prends une recrue, bam, clac, et ça aussi c'est un pirate, et on attaque avec toi de suite. Et c'est efficace en fait, ça marche vraiment bien, et je suis très content de cette recruteuse. La cour de la colère, bah oui, la cour rouge, c'est un enchantement qui coûte 5, dont 2 rouges. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque, et au début de votre entretien, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible,
Si vous êtes le monarque, elle inflige à la place 7 blessures à ce joueur ou à ce permanent, puisque c'est n'importe quelle cible. La cour de la colère, en fait, je vous avoue que le seul truc qui me dérange, c'est vraiment le coût en mana. Parce que le fait est qu'on ne cible qu'une seule cible à la fois. Le coût en mana, pour moi, est légèrement trop élevé. Il devrait coûter 4, pas 5. C'est vraiment étrange, et ouais, c'est le seul défaut, en fait, parce que derrière, ça reste une bonne carte pour gérer ou pour mettre des petites blessures un peu à droite à gauche. Et puis au moment où vous le souhaitez, gérer des plus grosses créatures quand vous avez le monarque. Donc oui, ça peut être très intéressant, mais bon, c'est... Encore une fois, le monarque reste une mécanique assez risquée, puisqu'il y a un risque que vos adversaires ne vous laissent pas le monarque, et surtout si vous avez moyen de mettre 7 dans leur tronche, ou sur une de leurs créatures, ils seront un petit peu moins chauds, en effet. On enchaîne avec le capitaine de Folbraise, un djinn et pirate qui coûte 4 dont un rouge, c'est une 4-2, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque. Et oui, on mélange les pirates et le monarque. Wouh! Et chaque fois qu'un adversaire vous attaque pendant que vous êtes le monarque, le capitaine lui inflige à ce joueur un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans sa main. C'est très fort, j'aime beaucoup. Enfin, c'est très fort, c'est très amusant en fait, parce que du coup, c'est très punitif pour les gens qui essaieraient de vous reprendre le monarque. Je pense que voilà, il n'y a pas forcément besoin de le jouer dans un deck pirate monarque, mais juste dans un deck monarque, où on est là pour se défendre et dire « Non, le monarque c'est moi, si tu veux pas que ce soit moi, tu prends beaucoup de blessures dans la tronche. » Ça fonctionne très bien, et vraiment, ouais, ça fonctionne bien. On enchaîne avec le Spadassin de la flotte des grands fonds, un orc et pirate qui coûte 4 dont un rouge, c'est une 4-3, et chaque fois qu'il attaque, il inflige au joueur ou au planeswalker qui l'attaque un nombre de blessures égal au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Et il a l'encore pour 6 dont un rouge. Vraiment, le Spadassin, je l'adore, parce que jeu artefact en rouge, tout à fait faisable, mais surtout en bonus, on est en pirate, et les pirates, ils aiment bien quoi? Ils aiment bien les trésors. Et du coup, les trésors, ils ont tendance à les accumuler assez vite. Donc le Spadassin de la flotte des grands fonds, au moins, pourrait avoir le luxe, en fait, d'avoir une bonne grosse dose de trésors sous le coude pour infliger des blessures directes. Ce qui est quand même dingue, infliger des blessures directes à un adversaire. T'es là, wow! Assez impressionnant. Et le encore derrière qui est là pour dire, c'est la dernière phase d'attaque, et du coup, hop, on est parti, on va foutre un maximum de patates le plus vite possible. La carte suivante, c'est le héros sans pire, une créature élémentale et sorcier qui coûte 3 dont 1 rouge, c'est une 3-2. Les sorts de commandant que vous lancez ont la cascade. C'est quand même dingue. Voilà, je vais pas vous résumer à nouveau la cascade, mais c'est quand même dingue. Vraiment donner la cascade au sort de commandant. Alors, je pense que c'est une carte qui est intéressante, qui est sympathique, qui est quand même assez forte. La cascade est une capacité qui est assez forte. Mais par contre, à utiliser avec parcimonie. Parce que évidemment, si votre commandant ne coûte que 1, 2 ou 3 mana, ça reste très léger comme effet de cascade. Le truc, c'est que justement, eh bien, vous allez faire en sorte, avec le héros sans pire, généralement, d'avoir un commandant qui coûte plus cher, voilà. Pourquoi pas lancer le héros sans pire, et ensuite, au tour suivant, avec 4 de mana, eh bien, faire en sorte que vous puissiez lancer votre commandant. Donc oui, c'est intéressant, et ça fera une plus-value sur vos commandants, mais faites gaffe avec lesquels vous l'utilisez. La brute hussarde hystérique, un orc et guerrier qui a la célérité, c'est une 5-4 pour 5 dont un rouge, et toutes les créatures peuvent attaquer vos adversaires et les planeswalkers que vos adversaires contrôlent, comme si ces créatures avaient la célérité. Donc du coup voilà, vous passez en phase de combat, est-ce que tu veux déclarer les attaquants sur lui? Si tu le fais, tes créatures ces créatures-là auront plus ou moins la célérité, et bah t'es là, oui, c'est fort en fait. C'est juste pour inciter les adversaires à être encore plus agressifs et entre eux, voilà. Donc encore une fois, la politique du gros bourrin. C'est non, mais me tapez pas moi, tapez-vous. Voilà, ok. On enchaîne avec un gros dragon, le coursier escoufle l'enfer, une 6-5 pour 6 dont 2 rouges, qui a le vol bien sûr, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez mettre sur le champ de bataille un commandant que vous possédez depuis la zone de commandement. Il acquiert la célérité, envoyez-le dans la zone de commandement au début de la prochaine étape de fin. Non, ça ne va pas augmenter le mana que vous allez devoir le payer pour le lancer, puisqu'il n'a pas été lancé, votre commandant. Il a juste été posé depuis la zone de commandement sur le champ de bataille, ce qui est quand même très fort, voilà. Il faut l'avouer, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant là-dedans, et vraiment le coursier escoufle l'enfer. Alors il y a déjà des gens qui se sont dit, oui, il y a moyen de faire des combos, tout ça, oui, il y a des moyens de faire des combos, il y a des moyens de faire beaucoup de choses en fait, avec cette créature-là, donc oui, c'est une très bonne carte, c'est un sneak attack sur pattes, qui se déclenche au moment de l'arrivée en jeu, c'est forcément intéressant. Continuez avec le rouge, avec la volonté de Jeska, un rituel qui coûte 3 dont 1 rouge, vous choisissez l'un ou vous pouvez choisir les deux si vous contrôlez votre commandant, au moment où vous le lancez, et bien ajoutez un rouge pour chaque carte dans la main d'un adversaire ciblé, exilez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez les jouer ce tour-ci. Je ne suis pas très fan de la volonté de Jeska, mais en fait,
Voilà, ça a été ma première analyse, je n'étais pas très fan, mais en fait en regardant à nouveau, je trouve en fait que le premier mode qui fait beaucoup de mana en fait en début de partie, parce que bon, au tour 3, au moment où vous avez 3 mana, vous pouvez très bien vous retrouver en disant, ouais bah en fait avec 3 de mana, mes adversaires ils ont 5-6 cartes en main, donc du coup ça fait pour 3 mana, je crée 6 mana au total. Ce qui fait un énorme sort de rampe pour le rouge, mais en dehors des moments où vos adversaires ont pas mal de cartes en main, malheureusement, je pense que c'est une carte qui est assez morte. Le deuxième effet est très intéressant parce que du coup, il vous permet, en fait, de manière factice, d'augmenter votre main puisqu'il exile des cartes de votre bibliothèque. Alors après, moi, ce que j'aime pas, c'est encore une fois retrouver cette formulation. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Pourquoi ce tour-ci? Pourquoi pas jusqu'à mon prochain tour? Bordel de Dieu. Bref. Mais voilà, je trouve qu'il y aurait pu avoir une légère amélioration là-dessus, juste avec, vous pouvez les jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour, parce que ça aurait été suffisant pour que ça soit beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace, surtout quand on investit déjà 3 mana de base pour ces cartes-là. Le Terrasseur de Port, une créature orque et pirate, 4/4 pour 5 dont 2 rouges. Et chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, dégagez chaque créature que vous contrôlez, pardon. Cette phase de combat est suivie d'une phase de combat supplémentaire, et il ne peut pas attaquer un joueur qu'il a déjà attaqué ce tour-ci. C'est fort, parce que du coup, alors évidemment ils ont prévu le coup en disant, bah oui, s'il a déjà attaqué un joueur, il peut pas rattaquer dessus, comme ça du coup il n'y a pas la phase de combat infinie. Oui, sauf que si vous arrivez à faire des copies du coup au début du combat à chaque fois, avec par exemple un homme de la multitude, voilà, et bien au début du combat, vous allez recréer une copie du Terrasseur de Port qui a la célérité, qui pourra réattaquer le même joueur, et du coup vous allez avoir plusieurs phases de combat à la suite à cause de ça, et continuer encore, et encore, de plus en plus belle. Vraiment, le Terrasseur de Port est très puissant, il est très intéressant, il y a des bonnes combos qui fonctionnent avec, donc waouh. L'éruption d'âme-feu, le rituel qui coûte 9, dont 3 rouges. Choisissez n'importe quel nombre de cibles, créatures, planeswalker et ou joueurs. Pour chacune d'elles, exile la carte du dessus de votre bibliothèque, puis l'éruption d'âme-feu inflige un nombre de blessures égal au coût converti de mana de cette carte à ce permanent ou à ce joueur. Vous pouvez jouer les cartes exilées jusqu'à la fin de votre prochain tour. Bah voilà, c'est sympa. Mais le sort coûte cher, hein, il faut le dire encore une fois, mais bon, on va dire Mizzix, parce que Joker, voilà. Et surtout, il faut comprendre qu'en gros, les cartes sont choisies au hasard. C'est-à-dire que vous allez désigner les cibles, et ensuite vous allez dire, bah pour telle cible, hop, je vais révéler ma carte dessus de la bibliothèque, paf, on la révèle, ah bah tiens, boum, c'est... Enfin, on l'exile, pardon, et boum, ah tiens, elle coûte autant, donc du coup on lui met autant de blessures. Et le problème, c'est qu'à moins que vous contrôliez le dessus de votre bibliothèque, c'est très difficile de faire en sorte que cette carte fonctionne. Voilà. Parce que du coup, c'est puissant, je veux pas dire le contraire. C'est assez puissant, mais quand c'est bien contrôlé, quand vous avez réussi à contrôler le dessus de la bibliothèque, par exemple avec un scroll rack, le râtelier à parchemin, qui est réédité dans cette édition d'ailleurs, mais on en parlera la prochaine fois, il paraît, eh bien, c'est dur de le faire sans avoir de la maîtrise dessus de la bibliothèque, parce que sinon, c'est juste un sort en fait qui va être là, ouais, ben écoute, on va voir au pif un petit peu, voilà, sinon c'est juste pour mettre dans la tronche des adversaires, et puis on est parti, quoi. La roue de l'infortune, notre dernière carte rouge. Et oui, c'est pas la roue de la fortune, c'est la roue de l'infortune. Un rituel qui coûte 3 dont 1 rouge. Chaque joueur choisit secrètement un nombre supérieur ou égal à 0. Puis tous les joueurs révèlent ces nombres simultanément et déterminent le nombre le plus élevé et le nombre le plus bas révélé de cette manière. La roue de l'infortune inflige un nombre de blessures égal au nombre le plus élevé à chaque joueur qui a choisi ce nombre. Et chaque joueur qui n'a pas choisi le nombre le plus bas se défausse de sa main, puis pioche cette carte. Donc c'est une roue de la fortune, mais plus aléatoire et plus fun en fait. On est sur une carte un petit peu chaotique, un petit peu... Voilà, vraiment il faut essayer de deviner quels sont justement les joueurs qui vont prendre le moins de risques, et jusqu'à quel niveau, et ceux qui vont en prendre le plus. Ce qui est quand même assez génial, je trouve, parce que du coup, voilà. Vous choisissez le plus gros nombre, ah mince, bah je prends des blessures, mais au moins je fais ma will, voilà. Mais malheureusement, bon voilà, ne choisissez pas 40, sinon vous allez vite mourir, il paraît. Et le mec qui essaie un peu trop de la jouer sécurité, eh bien il se retrouve à pas perdre de points de vie, mais à pas wheeler non plus, quoi, donc c'est un petit peu dommage. Après, ça permet éventuellement aux adversaires de filtrer s'ils veulent du coup faire l'effet de wheel ou pas. Donc ouais, c'est un peu triste. Mais si les adversaires ne veulent vraiment pas faire la roue de l'infortune, bah du coup ils choisiront tous 0, et vous aurez à choisir pas grand chose, hein, peut-être un 3, 4 ou 5, selon ce que vous préférez, et du coup vous aurez juste pris 5 pour faire un effet de wheel à vous tout seul, et c'est pas mal. Passons maintenant au vert, on va commencer avec un gros morceau, le dévastateur du Zénith, une chimère et hydre 10-10 qui a la cascade, il coûte 10 dont 2 verts, hein, voilà, donc il a 4 fois cascade, donc voilà, vous le lancez, vous allez cascader 4 fois,
et vous le ferez à chaque fois, bah voilà, avant évidemment de résoudre le sort. C'est fort, enfin en fait c'est fort parce que c'est con, parce que cascader c'est une capacité qui est puissante, mais là le retrouver 4 fois, on avait déjà des cartes qui permettaient de l'avoir 2 fois, on avait un commandant qui l'avait 2 fois sur lui de base, mais là 4 fois c'est énorme, donc ouais, il y a vraiment moyen de builder bien autour de, enfin builder bien en fait autour d'un monogreen Stompy, et dire ah bah tiens je vais mettre un petit dévastateur du Zénith, il a l'air sympathique celui-ci, il va me faire de la value en plus. Nickel. La masse de biodéchets à un limon, qui coûte 4 dont 2 verts, c'est une 0-0 qui dit que les limons que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et au début de votre entretien, si vous contrôlez un commandant, créez un jeton qui est une copie de masse de biodéchets. Je suis très content de cette carte en fait, j'aime beaucoup le design, déjà parce qu'en fait le limon se donne lui-même un effet de boost, ce qui fait que du coup il est en effet, il survit quoi, voilà, il va pas rester tout seul dans son coin, et surtout le fait que vous puissiez avoir des copies de lui-même, donc du coup qui vont s'entre-booster, c'est assez dingue et je trouve ça vraiment marrant. On a évidemment la cour verte, c'est la cour de l'abondance qui coûte 4 dont 2 verts, un enchantement qui vous fait devenir le monarque quand il arrive en jeu. Et au début de votre entretien, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Si vous êtes le monarque, à la place, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature ou de terrain de votre main. C'est fort, mais, le problème en fait, c'est que la capacité sans le monarque, juste poser un terrain de votre main, je vous avoue qu'on pourrait s'en passer. Surtout qu'en plus c'est au début de l'entretien, donc c'est avant la pioche, t'es là, ah, oups, donc du coup j'aurais peut-être pas forcément pioché mon terrain, ah, dommage. Mais ce qui est assez génial derrière, en fait, c'est l'autre effet. Poser une créature gratuitement, sans avoir à payer son coût de mana, ouais. En fait, c'est assez étrange, cette cour, elle est à double tranchant, en fait. Elle peut soit pas faire grand-chose, parce que vous êtes fait piquer le monarque et que les adversaires ne vont pas vous le rendre, bien sûr, soit, à partir du moment où vous avez passé un entretien avec le monarque sous votre contrôle, en fait, pourquoi est-ce que vous gagnez pas derrière? Parce que vous n'avez pas vos grosses bêtes en main, bah écoutez, il faudra peut-être changer le truc, quoi. Mais il y a un risque, en fait. Il y a un risque vraiment où le monarque, on va pas vous le laisser, parce que celle-ci est très puissante, cette cour de l'abondance. On continue avec le régent d'Aube Clairière, un élan, qui coûte 7 dont 2 verts, c'est une 8-8, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque. Tant que vous êtes le monarque, les permanents que vous contrôlez ont la défense talismanique, ce qui, ma foi, fort intéressant. Alors après, le régent d'Aube Clairière, il est un petit peu générique. C'est-à-dire, voilà, on a du monarque, c'est cool, mais en même temps, c'est, ouais, je donne le monarque et tout, mais voilà, c'est pour que vous puissiez défendre au maximum votre board, t'es là, ouais, ok, bon, bah, sympathique, et c'est tout. C'est un petit peu, voilà, c'est assez générique, ça a tendance à protéger votre board, mais bon, voilà, est-ce que c'est réellement quelque chose qui va être beaucoup joué? Bah je pense que certains vont le jouer un petit peu à outrance, alors que c'est quand même une créature qui coûte assez cher et qui protège juste votre board avec la défense talismanique, ce qui est déjà suffisant, mais quand même. Non bon, à manier avec parcimonie, à utiliser dans certains decks qui en ont vraiment besoin. La volonté de Kamahl, un éphémère qui coûte 4 dont 1 vert, vous choisissez l'un, et si vous contrôlez votre commandant, au moment où vous le lancez, vous pouvez choisir les deux. Jusqu'à la fin du tour, n'importe quel nombre de terrains ciblés que vous contrôlez deviennent des 1-1, élémental avec la vigilance, l'indestructible et la célérité, qui sont toujours des terrains. Et le deuxième, c'est choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à cette créature. Alors, je vous avoue que j'aime bien le fait qu'il y ait une référence à la capacité de Kamahl qui fait que vous pouvez animer un terrain en 1-1, vigilance, indestructible, célérité. Ça me fait rire. Mais j'aime beaucoup aussi la deuxième partie du sort, où c'est juste, ok, toi t'as une grosse créature, je le joue, toutes mes créatures vont lui bastonner la tronche. J'aime bien parce que ça fait un peu overkill en fait, c'est... Écoute, j'ai 15 terrains 1-1 là, bom, toi t'as une 8-8, bah écoute, les 15 terrains vont lui infliger des blessures. Bah, voilà. Et t'es là, oui, peut-être un peu plus calme quand même, Kamahl. Et ça, c'est un éphémère en plus, donc c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, ça bloque bien, ça bourre bien, ça enlève toutes les défenses adverses. C'est cool, j'aime bien, il est sympathique. Le mage de l'ordre qui vient conclure du coup le cycle des mages, puisque celui-ci est vert, il coûte 4 dont 2 verts, c'est un humain et sorcier, 3-3, et pour un vert en l'engageant, en sacrifiant une autre créature verte, eh bien vous allez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature verte et vous la mettez sur le champ de bataille, puis mélangez votre bibliothèque. Vous la mettez sur le champ de bataille, vous la lancez pas. Voilà, donc ça fait une grosse différence, mais évidemment ça fait penser à Natural Order, qui permettait de sacrifier une créature pour aller chercher une autre créature verte, et la mettre directement en jeu. Et là c'est le but. Le but ici c'est de mettre en jeu des créatures vertes puissantes
pour un moindre coût, juste en demandant à sacrifier et en payant un petit mana vert quand même de créatures. Donc voilà, c'est quand même très intéressant, ça reste un effet puissant. Sur une créature, ça l'est un petit peu moins en effet que sur un rituel ou un éphémère, mais bon, on va s'en contenter. Ensuite, derrière, on a le gros sort à 9, c'est Reforger la Terre, qui coûte 9, dont 3 verts, bien sûr, c'est un rituel. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 10 cartes de terrain, mettez-les sur le champ de bataille, engagez, puis mélangez votre bibliothèque. Alors là, il y en a qui ont déjà commencé à se dire « Oh mon dieu, c'est pété, etc. » Parce que bon, Valakut, Champ des Morts, tout ça, tu peux vraiment faire la totale et tout balancer, et du coup avoir énormément de zombies, faire énormément de blessures, tout ça. Oui, techniquement, ils ont raison. Techniquement, on peut déclencher beaucoup d'effets d'arrivée en jeu de terrain, c'est aussi cool. Donc oui, c'est une bonne carte, mais qui va coûter extrêmement cher. Et je suis pas sûr que j'ai envie de dépenser mes 9 mana pour aller ramper personnellement, mais bon, il faut avouer que ça peut avoir un certain attrait dans certains decks. Tous les decks touche terre, en fait, qui seront très contents de l'avoir. On continue avec le druide Tisracine, un elfe et druide de 2-1 qui coûte 3 dont 1 vert. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire peut aller chercher dans sa bibliothèque jusqu'à 3 cartes de terrain de base. Chacun d'eux met une de ces cartes sur le champ de bataille engagée sous votre contrôle, et le reste sur le champ de bataille engagé sous son contrôle. Ensuite, chaque joueur qui a cherché dans sa bibliothèque de cette manière mélange sa bibliothèque. Oui, j'aime bien le fait qu'ici on pique carrément les cartes depuis les bibliothèques. C'est voilà, hop, bah voilà, vous allez pouvoir aller chercher vos terrains, hop, et ben moi je vais faire en sorte d'en taxer un, voilà, si vous allez en chercher. Donc oui, il y aura toujours globalement un adversaire qui voudra ramper et dire ok, bah je mets 2 terrains sur le champ de bataille parce que c'est quand même assez énorme. Il y a probablement quelqu'un d'autre qui dira oui, bah du coup moi je le fais aussi, et bon, et le troisième il sera là, mais non, vous avez pas compris, il faut pas le faire et tout ça. Mais bon, c'est assez flou en fait pour le moment, si ça va être vraiment très puissant ou si, selon les parties, ben il va être un peu naze. Donc voilà, vraiment très conditionnel. Et on finit le vert avec la recluse à gomme sucrée, une créature araignée qui coûte 6 dont 2 verts, qui a le flash et la cascade et la portée, c'est une 0-3, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous choisissez n'importe quel nombre de créatures qui sont arrivées sur le champ de bataille ce tour-ci, et mettez 3 marqueurs +1/+1 sur chacune d'elles. Ce qui est génial, c'est que bah, du coup elle se booste aussi elle-même. Ça c'est, du coup vous avez une 3-6 ici, portée, et qui a le flash et qui a la cascade, donc assez intéressant. Si vous pouvez contrôler dessus les bibliothèques, bah toujours pareil, hein, avec la cascade c'est fort, surtout si vous pouvez mettre des créatures au-dessus et faire en sorte bah, que, ah bah tiens, voilà, il y a une créature qui arrive en plus, elle gagne en plus 3 marqueurs grâce à ma recluse, voilà, c'est marrant, mais il faut vraiment faire attention, voilà, je pense que c'est le genre de carte qui peut être bien, mais sur un mauvais coup du sort, bah vous vous retrouvez avec, ah bah tiens, bah j'ai pas de créature qui tombe, voilà, c'est un rituel, on a fait emergencer, ou un enchantement, ou un artefact, voilà, et tant pis. Passons maintenant à l'incolore, on a quand même quelques cartes très intéressantes. On a le prototype Lame Griffon, une créature artefact Griffon qui est 3-2, avec le vol qui coûte 5, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, détruisez un permanent non-terrain ciblé, choisi par ce joueur qu'un de vos adversaires contrôle. Alors, j'adore le flavor text. L'aérodynamique du nouveau modèle est meilleure, mais son système de visée comporte quelques bugs. T'es là, ok, voilà, c'est complètement le truc. Le but c'est de dire voilà, ok, il bourre bien, mais par contre, s'il veut détruire un truc, c'est complètement aléatoire. Ce que j'adore en fait ici, c'est que ce prototype, il fonctionne très bien d'une manière politique, c'est-à-dire, je vais t'infliger des blessures, mais en échange, t'as le droit de détruire un truc que moi je ne contrôle pas. Voilà, et t'es là, et le mec, du coup, il a le pouvoir de décision entre ses mains, mais pas pour vous non plus. Ça me fait penser beaucoup à d'autres effets du même genre qui ont existé dans les decks commandeurs, et on était là, bah oui, en effet, tu peux donner un avantage à un adversaire, qui puisse choisir, etc., et qu'on puisse derrière, du coup, essayer de s'allier, en fait. C'est juste, il va prendre quelques coups, mais pour faire en sorte de détruire des permanents vraiment gênants. La plaque de commandant, un artefact équipement qui coûte 1, la créature équipée gagne +3/+3, et a la protection contre chaque couleur qui n'apparaît pas dans l'identité de couleur de votre commandant. Il a équipement de commandant pour 3 et l'équipement normal pour 5. C'est cher à équiper pour une créature normale, donc du coup je pense que la plupart du temps vous allez être sur le commandant bien sûr. La protection contre chaque couleur qui n'apparaît pas dans l'identité de couleur de votre commandant, c'est très fort pour les decks monocolores, mais aussi pour les decks incolores, parce que du coup tous les commandants incolores, bah techniquement leur identité de couleur, eh ben il n'y a pas une seule couleur qui apparaît dedans, c'est incolore, donc du coup ça n'est pas une couleur. Et du coup bah, ça fait que techniquement, un commandant équipé avec ça, un commandant incolore équipé avec ça, dira ok j'ai la protection contre toutes les couleurs. Wouh! Fiesta. La prochaine carte, on en a beaucoup parlé, c'est la pierre d'horizon, un artefact qui coûte 5. Si vous deviez perdre du mana non dépensé, ce mana devient incolore à la place.
Donc le mana non dépensé, en fait, c'est le mana qui est mis en stock, mis dans la réserve, et qui n'est pas utilisé d'une étape à une autre ou d'une phase à une autre. C'est-à-dire, voilà, quand on passe au combat, normalement on perd tous ses manas, depuis sa première phase principale. Voilà, quand on passe d'un tour à un autre, également, on perd ses manas. Et bien là, non, vous allez les garder en incolore. La suite, c'est le moteur d'ingéniosité. Un artefact qui coûte 7, qui a la cascade lui aussi, et pour 1 en l'engageant et en sacrifiant un artefact, vous renvoyez un artefact ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Alors on en a beaucoup parlé entre nous, je suis pas très fan de celui-ci, mais en fait, à partir du moment où vous avez moyen de faire une boucle où vous faites du mana infini, le moteur d'ingéniosité ça peut juste être un moteur en fait à value et pouvoir aller chercher d'autres cartes en plus, voilà. Parce que vous faites mana infini, mais vous n'avez pas pioche infini. Mais si vous avez celui-là, au moins la cascade elle permet d'aller chercher les prochains sorts et tout, qui coûtent 6 et moins, et du coup de jouer énormément de cartes. Donc assez intéressant, intriguant, à voir comment ça peut se monter. On a bien évidemment le Lotus Joaillier, un artefact qui coûte 0, vous l'engagez, vous le sacrifiez, ajoutez 3 manas d'une seule couleur de votre choix, ne dépensez ce mana que pour lancer votre commandant. Je suis moins chaud que beaucoup de gens, et je pense que c'est valable à peu près pour toute l'équipe de la tour de commandement. On en a beaucoup discuté aussi entre nous, on en a parlé en live longuement. Le Lotus Joaillier est loin, très loin d'être la carte la plus pétée qu'on ait jamais vue en commandeur. Non, c'est une bonne carte, c'est une très bonne carte, je vais pas dire le contraire, mais derrière il faut se calmer aussi un petit peu, parce que ce Lotus Joaillier ne fait du mana que une fois, alors à moins que vous fassiez de la récursion d'artefacts, ce qui est assez drôle aussi, hein, je vous l'avoue, mais surtout en fait, il le fait uniquement pour votre commandant, ce qui fait que à moins que vous puissiez sacrifier votre commandant, le remettre en zone de commandement, le relancer, tout en remettant en plus Lotus sur le champ de bataille, en faisant en sorte de faire des boucles comme ça, ce qui est assez, on va dire, lourd à faire hein, pour le moment, eh bien, il y a quelques commandants qui vont bien l'adorer, hein, bien sûr, qui seront vraiment fans de cette carte-là, mais ça n'est pas une excellente carte, la carte qui va casser le format, etc. Certes, ça permet de lancer certains commandants au tour 1, au tour 2, au tour 3, les jouer tour 3, 4, 5, c'est évident, c'est assez intéressant. Mais il y a des decks dans lesquels ça ne s'intégrera pas bien, notamment les decks tricolores, 4 couleurs, 5 couleurs, c'est moins intéressant, ce sera généralement du bicolore ou du monocolore dans lequel vous allez jouer ça. Ou même de l'incolore, mais il paraît que ça fait pas de mana coloré, donc voilà. Et voilà, donc Lotus Joaillier, ne vous précipitez pas dessus, c'est une bonne carte, elle s'intégrera dans certains decks sympathiques, vraiment elle va apporter un bon plus à certains decks, mais c'est pas une carte à mettre systématiquement dans tous les decks, parce que sinon vous allez faire n'importe quoi. La dernière carte incolore, c'est le Triniforme Phyrexian, une créature artefact golem 9-9, qui coûte 9, ouais, et quand il meurt, eh bien vous créez 3 jetons de créature artefact 3-3 incolore golem, et il a le encore pour 12, donc pour 12 mana, vous allez faire 3 copies du Triniforme Phyrexian, qui vont être sacrifiées à la fin du tour, et donc du coup vous allez créer à nouveau pour chacune d'entre elles 3 golems, donc du coup ça fait 9 golems sur le encore, et si on compte les 3 golems faits précédemment, eh bien du coup ça fait 12 golems au total, c'est très puissant, très intéressant. On va parler un petit peu des terrains spéciaux, il n'y en a pas beaucoup, mais on doit en parler. Il y a la commune des 100 guildes, un terrain en fait qui arrive sur le champ de bataille engagé, et quand il arrive, eh ben, vous devez renvoyer un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Voilà, c'est un Bounceland, mais celui-ci il fait 2 mana incolore. Ça peut être intéressant pour certains decks, je ne suis pas un grand fan, parce que bon, les Bounceland pour moi c'est un petit peu déjà une complication supplémentaire. Engagé, bon pour faire 2 mana, ok d'accord, mais bon c'est... Arriver engagé c'est un petit peu lourd quoi. Donc voilà, une carte assez intéressante pour certains decks. Ensuite on a le cycle des Bond Land comme on les appelle, les Battle Bond Land. C'est en gros ces terrains qui arrivent dégagés, qui arrivent engagés, à moins que vous n'ayez au moins 2 adversaires. Et du coup ici on a le cycle avec les couleurs ennemies, on a le bleu-vert avec Sorcerer Jaunisseuse, le blanc-rouge avec Gradin de Spectateur, le bleu-rouge avec Centre d'entraînement, le noir-vert avec Stade des Sous-Bois, et le blanc-noir avec le Caveau des Champions, qui sont vraiment... bah voilà, c'est génial. Le cycle de terrain est complet, et ça tombe bien parce que c'est le genre de carte qui pourrait très bien se jouer dans tous les decks commandeurs, et qui peut... Enfin, déjà les 5 premiers se sont joués dans tous les decks commandeurs qu'ils pouvaient, mais vraiment, je pense qu'il faut s'y intéresser, c'est le genre de cartes dans lesquelles il faut garder un œil dessus, en garder de côté pour pouvoir les jouer plus tard dans ces decks. C'est très intéressant pour notre format. Et enfin, le dernier terrain, c'est la salle de guerre, un terrain qui fait du mana incolore en s'engageant, mais aussi qui dit pour 3, en s'engageant et en payant un nombre de points de vie égal au nombre de couleurs dans l'identité colorée de votre commandant, piochez une carte. Eh bien, étant donné que on aime beaucoup le monocolore aussi, bah voilà, c'est intéressant.
c'est une carte qui fonctionne très bien avec les decks monocolores, mais aussi avec les decks incolores, parce que littéralement vous ne payez pas de points de vie, il n'y a pas de couleur dans l'identité de coloré de votre commandant. Donc vraiment, monocolore, bicolore, ouais peut-être un peu moins, monocolore, incolore vont avoir tendance à jouer cette carte-là, parce que bon, vraiment, le fait de pas payer beaucoup de points de vie pour piocher, sachant que c'est une capacité à activer qui ne demande pas non plus à sacrifier le terrain, ou à faire d'autres trucs à côté, c'est juste un peu de mana, un peu de points de vie, et on pioche. Suffisant pour faire de la value dans beaucoup de decks qui en auraient besoin en renfort. Bref, on a fait le topo de cette édition des nouvelles cartes de l'extension non commandant, non partenaire et non réédition, voilà, donc je vous avoue que c'est une édition formidable, j'aime beaucoup. C'est une édition qui comporte énormément d'excellentes cartes, en fait, les designs proposés ici par l'équipe de Wizards sont intéressants, on a vraiment du nouveau dans chacune des couleurs, des trucs vraiment originaux, que je pense qu'on n'aurait pas pu faire dans une autre extension, à moins de faire une extension, enfin, des decks préconstruits Commander qui sont débiles, assez étranges et qui sortent vraiment de l'ordinaire. Mais vraiment, il y a tout, on a certaines mécaniques qui sont remises en avant, on a certains cycles qui ont été proposés qui sont très intéressants. Donc oui, vraiment oui, c'est une extension qui déchire jusque-là, et vraiment, pour le moment, je suis complètement convaincu par celle-ci. Bref, il me reste plus qu'à vous dire, bah écoutez, si vous avez des commentaires à faire, faites-les dans les commentaires de la vidéo. Je pense qu'on a beaucoup de choses dont on peut discuter ici. Et du coup, je vous dis à la prochaine et salut à tous. Bye bye!